Salam alaikum, Azul, bonsoir. Monsieur Tebboune et Monsieur Belhamer et tous les autres Benedria n'en finissent pas de franchir toutes les limites imaginables de l'outrance, de la mystification, du déni. Ils sont tous là à marteler et à marteler encore qu'il n'y a pas de détenus d'opinion dans notre pays, ni de journalistes emprisonnés pour l'exercice de leur profession, et à s'offusquer que nous puissions juste penser que le pouvoir en Algérie est entre les mains des chefs de l'armée. Dans cette Algérie nouvelle où l'armée est neutre, nous miaule-t-il, où elle est respectueuse de la Constitution. Et ils font mine d'ignorer que la Constitution sur mesure qui a été concoctée par les chefs de l'armée, justement, leur donne toute latitude, dans son article 30, alinéa 4, de s'immiscer et de gérer toutes les questions qui concernent les intérêts vitaux et stratégiques du pays. Un système bateau qui permet toutes les interprétations possibles et imaginables. Mais ils n'en ont cure, ceux-là, Tebboune en tête, que les mêmes chefs de l'armée ont délégué pour être leur façade civile. Lui et la nuée de poissons pilotes qui gravitent autour du faux-semblant et qui vendent leur obéissance inclinée, acquis de droit, et qui consiste en l'occurrence à faire haro sur le Hirak. Ils sont au diapason du déni, de la stigmatisation, du postillon haineux et de Tart Waloumaza. Et quand ils ne nous disent pas la même chose sur leurs mêmes boucs émissaires, alors ils les prennent par les flancs, et c'est à qui arrachera le meilleur lambeau de chair vive. Quand, pour l'exemple, Tebboune traite Drarni de Khabarji, Belhamer lui dénie sa qualité de journaliste, pour la raison, nous dit-il, qu'il n'a pas sa carte de presse. Ce torchon dont la délivrance obéit à une logique de cooptation, de copinage et de chantage. Et tous les deux, Tebboune et Belhamer, et les autres aussi, n'en finissent pas de rabâcher que le Hirak est mort, de sa belle mort, après avoir sauvé le pays, bien sûr, empêché un 5e mandat, bien sûr, et surtout d'avoir permis que le prodige se réalise, l'avènement tant espéré de Tebboune au seul rang qui soit digne de lui, celui de président sauveur de la République, de la nouvelle Algérie. Et d'ailleurs, n'a-t-il pas dit à des journalistes français qu'il est le président le mieux élu depuis l'indépendance du pays? Tebboune le mieux élu depuis l'indépendance du pays. Fallait l'oser, celle-là, franchement. En tout cas, c'est la meilleure blague du siècle. Mais le peuple algérien, a suivi les menteurs jusqu'au pas de la porte, pour reprendre ce dicton bien de chez nous. Le Hirak les a rattrapés à l'entrée de leur tanière et leur a asséné le plus cinglant démenti qu'ils puissent s'imaginer. Un coup de massue, un boycott tellement massif qu'il aurait entraîné la démission ou la chute de n'importe quel autre régime, un tout petit peu pudique, qui n'aurait qu'un tout petit soupçon de nif. 96% de boycott des électeurs algériens à l'étranger. 96%. Et près de 80% de boycott dans le pays. 80%. Une action d'envergure, une action de très haute conscience politique qui s'est répétée à 3 reprises. Le boycott des présidentielles, le 12 décembre,
2019, le boycott du référendum sur la Constitution du 1er novembre 2020 et cette fois-ci les législatives du 12 juin 2021. Le plus grand boycott depuis l'indépendance, malgré une fraude massive qui laisse imaginer le vrai chiffre s'il n'y avait eu cette fraude, qui doit avoisiner celui de la communauté algérienne à l'étranger, plus de 95%. Le vrai chiffre de l'abstention en Algérie est plus de 95%, s'il n'y avait eu la fraude et le bourrage. Mais nous avons vu comment ont réagi les Tebboune, Belhimer, Bel'Eid et autres Charfi. Ils ne pouvaient pas réagir autrement, bien sûr. Ils nous disent aujourd'hui que ces résultats sont une grande victoire du peuple algérien. Naam Sidi. Que le faible taux ne doit pas être interprété comme un désaveu de l'État. Naam Sidi. Que partout dans le monde, les législatives se passent dans les mêmes conditions, Naam Sidi, et avec un même taux de participation. Naam Sidi. Charfi nous apprend même qu'il a lui-même observé personnellement des cas de fraude similaires dans des démocraties occidentales, s'il vous plaît. Et encore mieux, il nous affirme, M. Charfi, que les 3 élections présidentielles, constitutionnelles et législatives ont été, écoutez bien, exemplaires. Et même que, grâce à qui? Grâce à Dieu, nous dit-il, nous pouvons nous en enorgueillir, nous pouvons nous en flatter, puisque maintenant, nous pouvons nous en vanter, puisque maintenant nous avons un président halal, une constitution halal, et enfin un parlement halal. Ce sont ses propres termes, et nous allons vous le faire écouter tout à l'heure. Nous nous excusons d'ailleurs par avance de devoir vous l'infliger. Samhouna. Et c'est dire tout le déni dans lequel se sont enfermés ces gens. Ils refusent d'admettre les arguments béliers du peuple algérien depuis qu'il s'est opposé à un 5e mandat de Bouteflika, depuis qu'il a refusé de se soumettre au dictat du général Gaïd Saleh, celui-là qui a imposé Tebboune au peuple algérien. Ces arguments béliers qui ont affirmé à la face du monde entier que malgré toutes les façades institutionnelles et les trompe-l'œil Potemkin, il n'y a qu'un seul maître du pouvoir dans ce pays, la junte, Al-Askariya. Cet énième boycott dont un journal algérien nous affirme que c'est le taux de participation jamais le taux de participation le plus faible, jamais enregistré dans l'histoire des législatives, est un tournant majeur dans le Hirak. Nombreux parmi nos compatriotes, parmi ceux-là même qui ont boycotté, ne savent pas encore que le boycott est le plus puissant des moyens pour la désobéissance civile. La désobéissance civile qui vient de commencer cette fois-ci avec le boycott. Oui, c'est cela que le Hirak vient de réaliser, le début de la désobéissance civile, d'une façon très forte, massive, consensuelle, sans effets collatéraux sur la quiétude publique, un bélier de sièges qui vient de défoncer la citadelle du régime, même si les effets ne se feront ressentir qu'à terme. Ce boycott est le premier jour de l'an 1 de la grande désobéissance civile qui s'est aussi spectaculairement invitée dans le Hirak. Une action d'envergure qui a mobilisé les 3/4 des électeurs en Algérie et leur quasi-totalité à l'étranger et qui ne fait que commencer. Tebboune nous a dit que le Hirak béni, le Moubarak al-Asil, avait connu des manifs de 13 millions en une seule journée et qu'il n'y en a plus que quelques centaines aujourd'hui.
Le Hirak l'a entendu et lui a répondu par un boycott de 20 millions d'électeurs. 20 millions de Hirakistes sur les 25 millions inscrits. Et nous lui faisons cadeau des militaires et de nos morts qui ont voté malgré eux. Nous lui faisons cadeau aussi de tout le bourrage des urnes. El-Mouhim, le Hirak lui a répondu par 20 millions de Hirakistes dans tout. Boycott ou début de la désobéissance civile. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Farida Hamidi, psychologue clinicienne, activiste politique. Farida, merci d'être avec nous. Merci à vous, bonsoir, bonsoir à vos invités, bonsoir à tous les Algériens. Merci. Avec nous au téléphone depuis Alger, Maître Zoubida Assoul, avocate, présidente de l'UCP. Maître Zoubida Assoul, merci d'être avec nous. Merci à vous, Sir Jamal. Bonsoir à vous et à tous les autres invités et aux auditeurs. Merci à vous. Abbas Hamadan, universitaire, militant politique. Abbas, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Azzoul Fillaoun, salam alaikum, bonsoir à tous. Merci. Ali Aïdjoudi est président de Riposte International. Quelle ONG percutante, Riposte International. Et j'en profite avant de vous souhaiter la bienvenue pour vous féliciter pour le travail fabuleux que vous êtes en train de faire. Ali Aïdjoudi, merci d'être là. Merci, bonsoir Sidi Jamal, bonsoir aux invités et bonsoir aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer par Maître Zoubida Assoul, qui ne pourra pas rester longtemps avec nous, nous a demandé de la libérer assez vite. Mais avant, Maître Zoubida Assoul, je vais vous faire écouter M. Sharfi. Écoutez-le bien. Écoutons-le tous bien. C'est vraiment magistral. Ça devrait rentrer dans l'histoire de la politique dans le monde entier d'ailleurs. Dans les annales avec deux annales. écoutons M. Sharfi. لا رانا خارجين وقاعدين نقول الحمد لله اليوم عندنا برلمان كما قلنا في 12 ديسمبر الحمد لله عندنا رئيس حلال كما اطلق عليه وجانا الدستور حلال واليوم عندنا برلمان حلال ان شاء الله عندنا برلمان حلال ان شاء الله نتمنى لهم النجاح ان شاء الله والتوفيق. زبيدة السول، هذه هي السياسة في البلاد تاع الجزائر الجديدة.
c'est la politique dans l'Algérie nouvelle où ce monsieur qui est chargé de la surveillance des élections, qui ne devrait même pas venir nous faire des discours, il devrait se contenter de nous donner des chiffres. Il est venu plus parler que donner des chiffres et qui nous dit Raïs halal ou le Doustour halal ou le Parlement halal, alors que les trois ont connu des taux d'abstention ou plutôt des taux de boycott jamais observés en Algérie depuis l'indépendance Zoubida Assoul. Vous savez, quand on est dans le déni de réalité, le déni de vérité, franchement, quoi dire devant de telles déclarations? D'abord, si vous vous rappelez, M. Jamel, la semaine passée, avant les élections, j'étais avec vous sur votre émission et j'avais vu que les élections étaient un non-événement pour la majorité écrasante des Algériens et des Algériennes. Aujourd'hui, les chiffres qu'ils nous donnent, et encore, on va attendre. Peut-être que le Conseil constitutionnel va revoir à la baisse parce qu'il y a plus d'1 million de bulletins blancs. Et ces bulletins blancs, normalement, on ne doit pas les comptabiliser dans le compte des gens qui ont voté pour les candidats. Donc, aujourd'hui, si on doit regarder ces chiffres, on doit tout simplement dire que la majorité écrasante des électeurs et électrices ont rejeté. Moi, je ne suis pas du tout d'ailleurs d'accord avec le boycott, mais c'est plutôt un rejet. Parce qu'un boycott, il se situe dans un pourcentage acceptable, raisonnable, etc. Mais quand vous avez 80% des électeurs qui boycottent, je crois que ce n'est plus un boycott. Et à l'étranger, les Algériens de l'étranger, c'est 96%. Exactement. Donc, si on doit lire ces chiffres, on doit les lire d'abord politiquement, avant de les lire sur le plan de la comptabilité. On doit les lire politiquement. Pour moi, d'ailleurs, je l'ai écrit sur ma page Facebook, aujourd'hui, M. Tebboune est au 3e échec. Donc, c'est un échec cuisant. Il devrait normalement tirer les enseignements et les conséquences de ces échecs-là. Le deuxième problème, c'est que aujourd'hui, même s'ils disent qu'il y a des gens qui ont été élus au Parlement, ce Parlement, que va-t-il faire? Est-ce que la crise politique va être résolue? Bien entendu, non, puisque déjà auparavant, aussi bien les élections du 12-12-2019 que le référendum pour l'amendement de la Constitution, on avait déjà dit que ça n'allait pas régler la crise. Et on avait dit aussi, moi, quelques jours avant moi, je ne l'appelle pas des élections d'ailleurs, je l'appelle un scrutin. Parce que des élections, c'est beaucoup plus que cela. Donc, j'avais dit que finalement, ce scrutin ne va pas régler le problème. Il ne va pas du tout régler le problème. Parce que le problème fondamental, c'est une crise de confiance entre les citoyens et les pouvoirs publics. Mais Zoubida Assoul, on croit, Zoubida Assoul, excusez-moi juste de vous interrompre, on croit rêver. Je vais vous donner un exemple. Bjaïa, il y a 99% de boycott. 99%. Mais il y a eu le 1% avec bourrage compris, ont élu entre guillemets, 9 députés, dont 8 députés à Vélène. Et il y a un monsieur d'Yavelen qui est en train de se vanter un peu partout, qui dit « Le peuple de Bjaïa a choisi le FLN ». Vous imaginez un peu Oui, mais c'est ça. Vous savez, quand on est en face de gens comme ça, qui ne mesurent pas la gravité de la crise d'abord, et puis la gravité de l'impact de ce qu'ils font, de cette feuille de route, et son impact sur la stabilité du pays. Parce que si on parle de légitimité, de représentativité, comment peut-on imaginer un Parlement sans toute une région? Toute une région, comme vous venez de citer, Tizi Ouzou, Bjaïa ou Bouira ou Boumerdes, à des degrés bien sûr très minimes de différence entre les unes et les autres. Mais le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'a révélé leur chiffre, c'est que même les zones, c'est-à-dire on prend les wilayas par exemple des hauts plateaux, que ce soit à l'est ou à l'ouest, même les wilayas qui étaient vraiment disons le fief
des votants pour le système, cette fois-ci, ils les ont lâchés. Oui. Regardez un peu les statistiques, les 11%, les 10%, les 8%. Il y a dans des globalement, villages. Zobeida Assoul, à peu près 20 millions d'électeurs sur 25 à peu près qui n'ont pas voté. 20 sur 25. Exactement, C'est énormissime. Et dans toutes les régions. C'est partout. Et dans toutes les régions, voilà. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est plus avant, le pouvoir nous disait, il n'y a que la région de la Kabylie qui boycotte de manière, disons, répétitive et presque traditionnelle. Et Mais active, cette fois-ci, active. Et active, mais Ouais. cette fois-ci, non seulement le rejet de la région de la Kabylie était un rejet unanime, parce que le 0,72% ou le 0,68%, on ne peut pas dire que vraiment les gens ont voté. C'est pas sérieux. Donc déjà, dans cette région, c'est carrément un rejet unanime, mais dans les autres régions, c'est un rejet massif. Donc finalement, ce Parlement, il représente qui? Est-ce qu'il est représentatif? Deuxièmement, quand bien même ce Parlement, ils l'ont reconnu, ils vont le reconnaître parce qu'ils vont rester dans le déni, que peut faire un Parlement avec une constitution qui lui a complètement ôté toutes les prérogatives? Il ne pourra rien faire, il aura le même sort que les parlements qui se sont succédés avant. Donc, ça sera l'initiative législative, elle sera toujours dédiée au gouvernement, à l'exécutif, et les parlementaires, combien même il y aurait des gens qui pourraient peut-être proposer des lois, eh bien, ces propositions sont toujours tributaires de l'acceptation de l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement. Et donc, jamais les parlementaires ne pourront proposer une loi qui pourrait être dans l'intérêt des citoyens ou dans l'intérêt de l'Algérie. Zobeida Assoul, vous êtes l'un des rares partis à avoir refusé de vous embarquer dans cette histoire d'élection cousue de fil blanc. Vous avez eu le courage de résister à l'appel de la mangeoire, j'allais dire, hein, comme dit Hussein Aït Ahmed Rabbi Rahmou. Quel est votre sentiment aujourd'hui après cette bérésina? Vous êtes fiers de vous? Vos militants sont d'accord avec vous de ne pas vous être embarqués? Bien évidemment, vous savez, on ne peut pas prendre des décisions individuellement. Ce sont des décisions qui sont prises après concertation, débat ensemble, et on a pris la décision en connaissance de cause. Parce que de toutes les manières, ce que le pouvoir ne veut pas reconnaître, et que nous, on le sait, on le vit, puisqu'on est dedans depuis avant le Hirak, on est sorti contre le 5e mandat et contre la continuité du système de Bouteflika, alors que depuis 2012, on disait qu'il allait emmener le pays vers un désastre. Ben, aujourd'hui, c'est le pouvoir lui-même qui reconnaît et qui dit que Effaba était en train de diriger le pays. Donc, déjà à l'époque, on disait que ce n'est plus possible de continuer comme ça. Ce n'est plus possible. Et ça va être de plus en plus des problèmes incommensurables et la confiance va de plus en plus être vraiment nulle entre les citoyens et les pouvoirs publics. Et donc, c'est pas question de fierté. C'est tout simplement, avant les élections, se faisait, mais parce que le peuple n'était pas sorti dans la rue, mais à partir du moment où le peuple est sorti par millions, puisque le pouvoir lui-même, Abdelmajid Tebboune le reconnaît, par millions, bien qu'au départ, en 2019, on nous disait, vous n'étiez que de quelques dizaines, ensuite on est devenu quelques centaines, ensuite on est devenu quelques milliers. Heureusement, Dieu merci, maintenant il reconnaît qu'on était quand même des millions dans la rue. Et donc à partir de ce moment, quel est le politique raisonnable à l'écoute de ses concitoyens qui pourrait aller participer à des mascarades pareilles alors que le peuple les rejette? Merci. C'est juste du bon sens et de la responsabilité politique. Merci Zobeida Assoul, au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Alors, mes chers amis, j'aimerais d'abord vous poser la question du titre de l'émission d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que Algérie, boycott ou début de désobéissance civile?
Et je vous laisse vous lancer. Qui se lance? On laisse le soin à l'unique femme sur le plateau. On est en Farida. Rhoda. Je ne sais pas si c'est un cadeau. Moi, je vais commenter le côté mécanisme. Je laisserai volontiers l'aspect politique, même si voilà, il y a des éléments sur. J'ai pensé en fait aux deux mots urne et rue. Il n'y a que haine en fait qui fait la différence entre les deux. Les gens remplissent les rues, mais ont laissé les urnes vides. Et c'est le régime qui s'est chargé de les remplir. Donc, il les a remplis, il les a pas remplis. Il y a un silence assourdissant quand même. Enfin, c'est un peuple qui a été très présent par son absence, parce qu'on parle quand même de cette abstention, enfin record, 80% quand même de personnes qui n'ont pas voté à l'intérieur. On est dans l'ordre de 96% à l'extérieur. C'est donc si c'est pas un message ça, moi c'est vraiment les mécanismes qui sont en jeu, hein, qui sont très intéressants, parce que depuis 1962 ils sont au pouvoir, ils ne sont pas arrivés une seule fois à montrer qu'ils sont en capacité de porter un projet politique pour la nation et pour le pays. On arrive à une nouvelle génération, en fait, qui s'est complètement détachée de quelque chose de transmissible, en fait, et de vraiment transgénérationnel. Il y a une rupture totale avec un pouvoir en place depuis 1962, dont une jeunesse, en fait, ne sont plus du tout... C'est même plus une question de confiance, c'est au-delà, en fait. C'est que la jeunesse algérienne aujourd'hui voit qu'elle n'a plus rien à voir avec ses croutons. En fait, c'est terminé, c'est fini, c'est une histoire révolue, on passe à autre chose. Donc là, on est vraiment un peuple qui se comporte comme, vous savez, Ulysse, il a coulé de la cire dans les oreilles de ses marins, en fait, pour qu'ils n'entendent pas les chants des sirènes. Il leur a demandé de l'attacher au mat. Et si jamais il entend le chant des sirènes et qu'il demande à ce qu'il soit détaché, qu'on le serre encore plus, en fait. Donc on est dans cette configuration-là où de toute façon il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue puisqu'il n'y a pas d'objet politique, donc il n'y a pas de débat. On est avec justement une isaba, une bande de mafieux qui ne fonctionne qu'avec des dossiers. En fait, on n'a pas du tout, on n'a jamais eu, je pense, hein, quelque chose qui s'appelle la méritocratie. On est dans la médiocratie. Ou mafiocratie. Voilà, parce que pour en arriver à parler de président halal, en fait, on n'est que dans la bouffe. Le caprice, oui. Le kéchir, le millefeuille, le fraise ou le halal. En fait, c'est très à l'état animal, parlant. En fait. Ah, voilà. Donc, pour monter du ventre, arriver à la tête et avoir une élaboration intellectuelle de quoi que ce soit, on n'en est pas là. Par contre, Chab, je pense qu'il a franchi cette étape-là et c'est ce qui fait qu'il y ait une rupture totale. On ne se parle pas. Et il y a des messages paradoxaux, en fait, qui peut-être à une certaine génération nous ont peut-être rendu fous, hein, entre les départs, entre ceux qui sont restés là-bas dans un militantisme en fait au point de se sacrifier de plusieurs manières possibles et imaginables. C'est une génération qui n'est plus inatteignable en fait par ces messages paradoxaux. Parce que d'un côté, il y en a un qui nous dit, Chorfi, c'est ça, qui nous dit président halal ou parlement halal. D'un autre côté, Orais halal. Voilà, d'un autre côté, un président en fait qui s'en fout éperdument du taux d'abstention. Oui, il le dit, ça ne m'intéresse pas. C'est très paradoxal en fait, ça ne m'intéresse pas, mais par contre ils ont bien gonflé les chiffres. Si ça ne t'intéresse pas, bah, pourquoi tu passes Enfin, ils ont gonflé les chiffres, non, parce que ça s'est passé à l'envers en fait, c'était 30%, 23%, un truc comme ça. On va en parler tout à l'heure justement. Voilà, en fait, thermomètre, allez, qu'est-ce qu'on va accepter de nous à 30%. Et au début, ils n'ont pas dit taux moyenne des wilayas, ils ont dit taux de participation. Voilà. C'est après quand les Algériens se sont rendus compte, ils ont dit, oh, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ils ont dit, oui, mais dans le site de Hada Chorfi, c'est écrit 16 heures, taux de participation. Comme ça.
Voilà, donc en fait, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est au niveau des mécanismes. C'est ce qui se passe en fait au sein du Hirak, parce que c'est en continu. Chab, il n'est pas dans la rue, mais il n'a pas été dans les urnes, et c'est pour communiquer quelque chose. En fait, il y a une énergie libre qui circule, et dont le peuple en fait se saisit pour répondre en fait à ces gens-là qui, eux, ils ont effectivement de la matière à communiquer entre eux. Ils ont surtout du déni. En fait, on n'est plus du tout au même niveau de langage. Je pense qu'on on se parle dirait plus que c'est du un tout. dialogue en fait, de sourds. En fait, c'est pas un dialogue de sourds. C'est presque conscient en tout cas. C'est qu'on ne parle pas du tout la même langue. En fait, vous savez, dans les cas de maltraitance, souvent on parle de confusion des genres entre adultes et enfants. Souvent dans la maltraitance infantile et surtout dans les abus sexuels, c'est parce qu'on ne parle pas le même langage en fait. Donc on ne se comprend pas. Voilà, donc là on est dans quelque chose de... le peuple a identifié l'objet de sa revendication, c'est la liberté. Et en fait il prend cette liberté-là à chaque fois pour exprimer justement son désir d'émancipation. Voilà. Et vous venez de dire, vous avez dit tout à l'heure, si vous n'entendez pas un tel message, ça veut dire Allah ghalb alik. Eh bien, nous allons écouter un chef de parti, M. Belaïd Abdelaziz, qui, après avoir analysé ces chiffres de boycott, 80% d'abstention, allez, soyons gentils, pas de boycott, ou de rejet. Écoutez ce qu'il nous dit. احنا ما مشيناش لما تهضر على هذه الارقام هي منطقيه هذه الارقام منطقيه بنظره منطقيه لما نهضروا على ارض الواقع ما تقدرش دير قرار سياسي انك تقسي هذه الاحزاب لانها كانت في السابق في النظام السابق وإحنا كنا في النظام السابق جبهه المستقبل بدينا في 2012 يعني بدينا كحزب في النظام السابق. Alors il dit entre autres toutes les démocraties occidentales, je me demande pourquoi ça a été coupé d'ailleurs, toutes les démocraties occidentales ont des chiffres pareils. Je me demande pourquoi ça a été coupé, je suis très curieux. Et nous allons voir quelques chiffres des démocraties occidentales dont il nous parle en termes d'élections législatives. Regardez, là c'est la Turquie, je ne vois pas très bien, c'est 86,23%. C'est quelle année? En 2018. 86,23% de participation. Alors, ensuite, Espagnol, 66,23% 10 novembre 2019. 66,23% M. Belaïd. Ensuite, Italienne de 4 mars 2018, 72,93%. Ensuite, élection législative fédérale belge de 2019, 90,01%, M. Belaïd. Le Monde, législative en carte, l'abstention bat un nouveau record à 57,4%. Ça, c'est... Là, normalement... Bon, ensuite... Voilà, M. Belaïd. Et donc, sinon, c'est quoi ce régime qui ne comprend pas que ce boycott ou ce rejet ou cette abstention, appelons-le comme on veut, c'est quand même la plus grande abstention, le plus grand boycott depuis 1962. Et ils ont essayé de bourrer, ils ont beaucoup bourré, Et ils n'ont atteint que ce chiffre parce que c'est difficile de bourrer plus qu'ils ne l'ont fait, puisqu'entre 16h et 20h, ils ont quasiment doublé le nombre des électeurs. J'ajouterai, pour compléter les exemples qui ont été donnés, j'ajouterai l'Australie, la Belgique a été dite, le Danemark, la Suède. Ce sont des pays qui dépassent systématiquement les 80%. Il y a un pays africain dont on parle très très peu, qui s'appelle la Namibie, qui est l'une des plus belles réussites de transition démocratique en Afrique. Il faudrait un jour en parler. Ils ont un modèle économique, un modèle politique sur lequel à méditer. Alors, quand on entend M. Tebboune parler de taux de participation qui n'a pas d'importance, moi je serais tenté de le nommer pas président de l'Algérie, mais de l'absurditant.
L'absurdistan. Oui, l'absurdistan. Donc on va lui créer un pays. On est dans l'absurde total. Le taux de participation dans n'importe quel pays est un marqueur qui permet de mesurer l'adhésion de la population au système politique dans lequel il existe. Je me permets de vous interrompre, j'aimerais qu'on nous repasse de celle du Monde, j'avais mal compris. Alors le Monde, il n'a rien compris, il a dit, regardez, le titre, en 2017, législative, l'abstention bat un nouveau record pour eux, 57%. Ça veut dire qu'il n'y a eu que 43% de votants. Pour eux, c'est un record. Voilà, c'est le Monde. Législative en 4, l'abstention bat un nouveau record à 57%. Pour eux, c'est terrible. Et M. Belaïd qui nous dit non, c'est normal. En fait, eux, ils sont habitués. Quand il y a une élection, on s'intéresse beaucoup plus dans les démocraties, quel que soit le modèle démocratique dans lequel on est. On s'intéresse beaucoup, de façon très très importante, pour expliquer l'abstention. Parce que l'abstention, ça veut dire c'est elle qui exprime, qui fait le diagnostic de ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut corriger et tout. Donc on opère par des modèles sociologiques d'interprétation de l'abstention. Donc on a des modèles, il y a différentes écoles et tout ça. Le modèle le plus classique, le plus vieux, le plus usité, on va dire, c'est celui qui va se baser, il va dire, bon, ils vont faire des enquêtes, mais rigoureuses, sur les gens qui n'ont pas voté à cette élection. Donc, est-ce qu'en majorité, ce sont des jeunes, des personnes âgées, des femmes, des hommes, des gens diplômés, pas diplômés, des ruraux, des gens qui habitent la ville, etc. Donc on utilise un peu ces modèles-là pour interpréter l'abstention et puis sortir avec des analyses, etc. Dans le cas de l'Algérie, on ne peut pas le faire pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'a pas d'enquête rigoureuse, on ne sait pas à quoi ça correspond. Et la deuxième chose, c'est que le taux... C'est un rejet massif de l'élection. On ne peut pas parler d'abstention ou de boycott. C'est 20 millions sur 25. C'est un rejet total. C'est les trois quarts. Donc, il n'y a aucun modèle sociologique utilisé par les sciences politiques de façon générale qui peut nous permettre d'expliquer, d'interpréter l'élection. Le seul modèle, on va inventer, c'est le modèle contextualiste. C'est-à-dire, on va dire dans quel contexte a eu lieu cette élection. C'est dans un contexte de Hirak qui dure depuis maintenant 2 ans. Et quand donc l'abstention, en fait, elle brasse, elle touche, elle couvre tout le tissu social de la société algérienne. Ça ne touche pas une catégorie, les jeunes ou les gens de la ville. Ça touche tout le tissu. Et toutes les régions. Toutes les régions, tous les âges, tous les courants politiques, ça touche plein de... Justement, Abbas, est-ce qu'on ne peut pas dire, en l'occurrence, ce que vous êtes en train de décrire magnifiquement bien, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un boycott désobéissance civile, puisque ce phénomène est apparu avec l'apparition du Hirak, puisqu'il y a eu les présidentielles, ça a été le même phénomène, le référendum sur la Constitution, même phénomène, et là, sauf que à chaque fois, ça va plus gravement encore. J'allais y venir, parce qu'en fait, les abstentions, on les classe, en fait, vous avez, les politologues classent l'abstention en 2 catégories. Tu as l'abstention intermittente, c'est-à-dire en France, ou en Angleterre, au Danemark, ou n'importe où. Il y a des gens, quand il y a des régionales, vous avez des gens qui vont voter et l'élection suivante, ils ne vont pas voter, etc. On appelle ça l'abstention intermittente. C'est un peu des mouvements d'humeur, quoi. Voilà. C'est dégoûtage. Suite à des événements, je ne sais pas, il y a une série d'actes terroristes, ça fait monter les partis qui jouent sur la sécurité, etc. Donc on appelle... Nous, c'est une abstention, mais structurelle. Donc du coup, pour moi...
quand on essaye quand même d'étudier la sociologie de cet acte politique majeur qui est l'abstention, on va se rendre compte qu'elle couvre en fait les mêmes personnes, le même tissu social, la même sociologie que les gens qui sortent dans les manifestations. C'est les mêmes. Ceux qui manifestaient et ceux... Alors, c'est exactement les mêmes. Mais on a l'impression, pardon de vous interrompre, il y a pas de souci, qu'il y a même ceux qui n'ont pas l'habitude de sortir et qui sont sortis à leur façon. Absolument. En boycottant. Mais bien sûr. Ouais. C'est-à-dire, en fait, les gens qui sortent dans la rue, ça ne représente pas l'ensemble, parce qu'il n'y a pas 20 millions qui sortent. Absolument. Mais on est, parce qu'aujourd'hui je ne peux pas sortir parce que j'ai affaire, un truc comme ça. Mais en fait, on est dans les marches, on va dire, dans les manifestations intermittentes. C'est-à-dire les gens, ils sont pour la manif, mais il nous est tous arrivé de rater une manif ou un truc comme ça parce qu'on est occupé, voilà. Parce qu'on est malade, parce qu'on a affaire et autres choses. Donc la sociologie des gens qui ont boycotté, qui ont rejeté plutôt cette élection, et la sociologie des gens qui manifestent le vendredi et le mardi, c'est exactement la même. Et moi je parlerai exactement, je suis d'accord sur l'emploi du terme désobéissance civile, parce que souvent la désobéissance civile, il y a une idée un peu pour moi qui est fausse, consiste la désobéissance à faire la grève, ville morte et tout. La désobéissance civile peut prendre des formes diverses, parmi lesquelles les manifestations et le boycott, qui sont l'illustration parfaite. Parce qu'en fait, absolument. Parce qu'en fait, l'abstention... Alors, quand il y a des manifestations, vous avez des gens qui ne manifestent pas, parce qu'il y a le transport, parce que... Là, l'abstention, on assiste en fait à la simultanéité de l'expression du rejet politique. Tout le monde est... C'est pour ça on arrive à des chiffres qui couvrent la réalité, quoi. Et qui n'a pas d'impact collatéral sur la quiétude publique, sur les services publics. Ça veut dire que c'est à moindre coût, c'est un gros choc, un gros coup de bélier politique, mais qui n'entraîne pas des impacts collatéraux, comme par exemple de faire une grève des transports. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même... Mais Ali et Jody, j'ai beaucoup aimé dans la bouche de Abbas cette formule abstention structurelle. C'est vrai, il me fait penser à quelque chose de... C'est un peu comme si l'intelligence collective avait agi de façon à ce que toute la société aille dans une même direction politique, dans toutes les sensibilités, dans toutes les régions, dans tous les âges. C'est quand même incroyable. Et ce n'est pas une abstention comme d'habitude, tu as un dégoûtage, tu as Allez, Jody. Je partage l'idée, le principe. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, on n'a pas l'habitude d'agir ensemble sur les 48 wilayas ou 52 départements en fonction du nouveau découpage. Le pouvoir, quand même, depuis 1962, n'a fait que diviser, la politique de diviser pour régner. Donc il a réussi, en quelque sorte, à nous diviser. C'est que le Hirak a réussi à faire de nous un peuple soudé, a réussi quand même à faire de nous un peuple qui agit ensemble, à réfléchir ensemble. Et c'est ça, d'ailleurs, le génie du Hirak et de cette révolution. Nous sommes gouvernés malheureusement par des guignols qui se croient intelligents. Et le problème, c'est que leur logiciel est dépassé. Mais ils continuent encore à nous gérer. C'est une réalité. Ils croient que nous sommes un troupeau et ils nous gèrent comme ils le souhaitent. Sauf que leur logiciel est dépassé. Le peuple est conscient. Il est conscient justement de l'archaïsme de ce pouvoir. Donc, quant à l'abstention, le boycott et le rejet, moi j'estime que c'est un rejet massif. Je suis fier d'appartenir à cette diaspora qui a l'habitude d'être instrumentalisée. Oui. Rappelons-nous qu'à chaque fois, durant la décennie noire, et lance des appels à la diaspora, il faut sauver votre pays, il faut y aller boycotter. Eh bien, finalement, la diaspora se déplace en courant rapidement pour voter, il faut sauver l'Algérie. Avec une idée qu'un bulletin de vote égale le sauvetage de l'Algérie, alors que finalement, ce n'est qu'un gilet de sauvetage qu'on lance pour le régime. Et cette fois-ci, il ne peut pas nous accuser de violence, parce qu'on était là.
devant les consulats, les bureaux de vote. Nous avons vu que, parce qu'avec leurs chaînes de télévision, avec leurs alliés des différents pays, ils n'ont pas pu manipuler l'opinion publique, parce que chaque Algérien et Algérienne devant le consulat est une chaîne de télévision. Nous avons compté, nous avons vu, nous avons filmé, comme ils nous ont filmé aussi. On a vu qu'il n'y avait pas 20 personnes par jour qui votaient. Et souvent, c'est des fonctionnaires des consulats. Et un Hirakis de la place de Paris, ce dimanche, m'a dit, d'ailleurs, je le salue, je suis parti au consulat, je crois, Créteil, mais je ne suis pas sûr. Et il m'a dit, il y a à peu près 20 personnes qui sont dans le bureau, ceux qui gèrent le bureau. Et l'un de ces 20 qui était son ami lui a dit, viens, je te dis, nous sommes 20, mais il n'y a que 15 électeurs. Même qu'il me l'a raconté. Absolument. Ouais. Donc, vous allez voir que le peuple est conscient et mûr après 2 ans et demi de Hirak, de lutte, d'action commune, avec toutes les lacunes. Parce qu'attention, on a en face de nous un pouvoir dangereux, militaire, diabolique, qui maîtrise qui maîtrise l'art de la division, de la manipulation. Eh bien, il n'a pas réussi à nous diviser avec toutes les différences qui existent réellement sur le terrain, mais on a su dépasser nos querelles et agir ensemble. Eh bien, en Europe ou à l'étranger, 96%, mais c'est une fierté. Donc, le peuple algérien à l'extérieur a basculé entièrement contre ce pouvoir. Il a rejeté. Attention, la diaspora quand même. Il est mobilisé depuis le 17 février avant 2019, avant le 22 février d'Alger, juste après Kharrata. Et nous avons... C'est 900 000 électeurs. Absolument. 900 000, dont 700 000 en France. Nous avons organisé des dizaines de manifestations sur les rues de Paris. Nous avons organisé des manifestations à Genève, à Bruxelles, au Canada, à Montréal, aux États-Unis, à Montréal, à Strasbourg. Ouais. Finalement, le peuple algérien a boycotté, mais non seulement il a boycotté, mais il a assiégé ce pouvoir. Ils n'ont plus la même marge de manœuvre. Et d'ailleurs, nous avons réussi, en tant que diaspora, à convaincre les instances internationales et les ONG de défense des droits de l'homme et les peuples européens à rejeter, à condamner ce pouvoir. Et à l'intérieur du pays, la désobéissance. Moi, quand j'entends des amis qui disent qu'il faut une grève générale, mais c'est là où le pouvoir trouve la faille, parce qu'il suffit qu'il y ait une partie qui ne respecte pas la grève. Voilà, donc la division, et justement, quand il s'agit de l'intérêt national, eh bien, le peuple a su s'unir autour d'une action. Le peuple a rejeté, a boycotté, a refusé ces élections. Et ce pouvoir, ces idiots, ces guignols qui nous gouvernent, car qui sont encore dans la capacité de nous gérer. Vous savez, Tebboune a dit que nous avons le meilleur système sanitaire. Et finalement, le pauvre est allé se soigner en Allemagne. Et l'autre guignol de Karama, qui a dit, on lui a posé la question, comment ça se fait que vous êtes candidat au présidentiel et vous souhaitez Bouteflika? Il leur a dit, vous voyez un petit peu, ils nous prennent pour des idiots, alors qu'au fond, c'est des idiots qui sont dépassés. Au lieu de se mettre au diapason de ce peuple, essayer de comprendre et de composer, au contraire, le fossé est plus que jamais très large entre cette mafia politico-financière qui nous gouverne et le peuple. Et justement, et d'ailleurs, vos 3 interventions font ressortir comment dire, ce clivage très très prononcé, très accentué entre le niveau, la haute conscience politique de tout un peuple qui a pourtant été sevré depuis l'indépendance de toute forme de culture politique, de culture d'une façon générale, avec un régime qui semble être aux abysses. C'est du n'importe quoi, au point où nous disons, c'est nous qui n'avons pas compris. Nous allons écouter M. Chorfi,
et puis nous allons revenir à la discussion. La 4, s'il vous plaît. ايضا لا نستصغر الانجاز. هذا الحمد لله عندنا نرجعوا للورا برك بضعه شهور. واين كانت الجزائر؟ كنا نقولوا يا ربي وارزقنا حق برك بمسير على راس الدوله هذه الصح. ومن بعد الحمد لله اليوم عندنا برلمان او انتخبوا الشعب، ما انتخبتوش العلبه السوداء كما كان يقولها لي رئيس حزب من الاحزاب كنا ما اجتمعنا، قال لي بالحرف الواحد يعني ما عنديش فيها عقده خاطر محاضرين هنايا، قال لي يا سي شرفي احنا ماذا بينا نحضروا في اللجنه الولايه لان هذيك العلبه السوداء. قلت والله نفتح لك العلبه السوداء وانت اللي تدخل في نصها، وهو ذاك ما كان. افتح له العلبه السوداء. Farida, c'est quand même incroyable ce déphasage complet, total, intégral. Pourquoi? Comment l'expliquez-vous? Je reviens juste sur la vidéo d'avant, M. Belkher, c'est ça? C'était Belkher avant lui qui répétait, c'est logique. En fait, ça me fait penser à des troubles obsessionnels compulsifs. Attendez, en fait, on nous a dit qu'on va la revoir. Pardon, Farida. On va revoir. رغم أن نسبة المشاركة ما نقولش ضعيفة، يعني متوسطة، لأن الكثير الآن يتكلم على النسبة تاع المشاركة في كثير من الدول، يعني ما يتعداوش هذه النسبة اللي خرجنا بها الآن احنا في الجزائر. وهذا العزوف يعني ماهوش فقط خاص بالجزائر، وإنما خاص بكل العالم، في كل دول العالم والديمقراطيات القديمة. يعني لما نشوف الانتخابات تاعها يعني في هذا المستوى من 30 إلى 45 إلى 50%، وما كانش يعني نسبة كبيرة نتاع انتخابات اللي تدخل في هذه الانتخابات، وهذا شيء طبيعي. Alors, on voulait, parce que tout à l'heure ça s'est coupé. Oui, il y avait voilà, là, on comprend mieux ce qu'il veut dire. Logique, voilà. Et ça ressemblait vraiment à quelqu'un qui répétait une idée qui devenait fixe en fait pour se rassurer. Ça arrive souvent chez les personnes obsessionnelles en fait. Et juste pour revenir sur le boycott massif justement, c'est une claque symbolique. Hein. Monsieur Macron, malheureusement, il a pris une claque très réaliste. Là, le peuple a répondu par une claque symbolique et pacifique, en fait, à la hauteur de son hirak. Il choisit des moyens pacifiques pour répondre, en fait. Depuis le début. Hein. Et c'est une claque quand même, en fait. Donc, et l'autre aspect aussi du hirak qui s'est exprimé dans ces élections-là, des élections, c'est juste pour dire les mots, voilà. Mais je vous rejoins complètement. En fait, ça s'est fait dans une union, dans une alliance. Je préfère, parce que quand on parle d'unité, d'union, en fait, ça parle un petit peu d'idées partagées, de pensée unique. Dans le hirak, on n'est pas du tout là-dedans, en fait. C'est qu'on est des personnes, des variables. On est des variables. On a pour l'instant une alliance qui est Yitna Hawgar. Donc, ça s'est exprimé vraiment là, dans l'Union, finalement, de manière très pacifique pour répondre à toutes les tentatives de division qu'ils ont essayées. Parce que 80% du peuple, ça représente quand même le peuple. Oui. Et encore avec le bourrage. Et encore avec le selon bourrage. certaines sources, le vrai boycott est de 95%. Je pense qu'on est à ces pourcentages-là. Donc, si ce n'est pas une réponse pour toutes les tentatives possibles et imaginables pour diviser le peuple, ça n'a pas marché. Voilà, on en est là. Sur cet aspect-là, c'est très intéressant qu'ils puissent éventuellement voir en fait ce qui se passe, au moins. Parce que tout à l'heure, vous posiez la question de qu'est-ce qui fait qu'on est dans un tel décalage de langage, de dialogue. En fait, on parle de système. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est un système. Système dégage, en fait. Et système, en fait, c'est un ensemble de personnes ou un ensemble de manières de communiquer qui, à un moment donné, arrive à ses limites. Quand il arrive à ses limites de fonctionnement, en fait, il développe des symptômes. Et ces symptômes-là, en fait, qu'ils soient... Souvent, c'est des mauvais symptômes. Un symptôme, c'est une maladie. C'est en fait pour maintenir cet équilibre-là.
Et nous, on est là, le Hirak, il est là, il est en train d'attaquer ces symptômes-là de maintien d'équilibre, finalement. Et il risque pas de mourir de ses propres souffrances, de ses propres turpitudes. C'est ce qu'on est en train d'observer, parce que, vous savez, ils se sont nourris, en tout cas, de la manipulation du peuple, ça marche, et en fait, ils n'ont plus de prise. Et quand vous n'avez plus de prise, vous n'avez plus d'emprise même sur quelqu'un, il vous échappe, vous n'arrivez plus à nourrir votre narcissisme, en l'occurrence quand il s'agit de personnes. Là, on est dans l'héritage de quelque chose. Vous savez, pourquoi est-ce que c'est parce que leur propre turpitude, le mensonge, la manipulation, le khida, se retourner très vite contre ses propres comparses, les traités de Aïsaba, est-ce que c'est tout ce corpus de turpitude qui est propre au système, qui est systémique, qui est en train de nous les montrer sous ce visage d'incompétents, de bricoleurs, de gens qui sont dans le déni, oui, qui ne savent rien faire. Bien sûr, mais parce ça se retourne contre eux, oui, mais parce qu'il y a eu un ailleurs, il y a eu un accès à un ailleurs. Et les technologies nouvelles, ça participe à ça aussi, la libération des peuples. Hein. Oui. On est dans cette... voilà, pour parler des choses de manière un peu plus rationnelle, on a eu une génération qui a eu accès à autre chose. Donc quand vous avez accès à autre chose et vous voyez que ça fonctionne autrement ailleurs et accessoirement mieux, bah vous revenez un petit peu et vous vous dites, bon, il y a un truc qui ne va pas là. Surtout que depuis 1962, il faut savoir qu'on a été écrasé sur deux mécanismes. Le mécanisme de la colonisation, qui pose la personne, qui situe directement la personne dans une position de victime, donc incapable de prendre des décisions et de bouger, et écrasé sous la sacralisation du FLN. Qui est encore une fois sorti du chapeau. Voilà. Donc ceux qui nous ont libérés et ceux qui nous colonisent encore. Et on est toujours dans ce message... Qui nous colonisent encore au nom de nos propres valeurs. Symboliquement. Shuhada au novembre. Exactement. Ouais. Donc on est toujours dans ce message paradoxal qui rend quand même fou. Et on a une jeunesse qui s'est échappée de ça en fait et eux ils n'ont pas pris. Ils cherchent comment, mais c'est fini, c'est terminé. C'est très intéressant ce que je suis en train d'écouter, ce que nous sommes tous en train d'écouter. Est-ce que ce régime, parce que c'est incroyable quand on voit le niveau d'incompétence, de bricolage, d'improvisation, de déclarations complètement absurdes au point où vous les avez qualifiés d'absurdistans, est-ce que c'est parce que c'est une médiocratie qui ne sait générer que de la médiocrité, au point où même s'il ramène quelqu'un de méritant, une fois admis dans la logique, il devient lui-même médiocre, ou est-ce que c'est une autre explication? En fait, le pouvoir algérien, il a fonctionné toujours sur une logique de clan, sur une logique clanique. Mais ces clans-là, ils se disputaient entre eux. Alors les enjeux, c'est souvent la distribution de la rente pétrolière, qui va prendre les marchés, le partage des marchés, et aussi les postes. Qui va nommer l'ambassadeur, qui va nommer les ministres, les députés, etc. Ce sont ces enjeux-là. On n'a pas affaire à des courants politiques comme ça peut exister dans certaines juntes militaires. On peut trouver des nationalistes comme en Argentine, des nationalistes qui sont pour la nationalisation des secteurs stratégiques, etc. Et puis en face, on peut avoir affaire à un courant plus libéral, etc. Chez nous, il n'y a pas ça, il n'y a pas de considération. Les clans se font sur la base de disputer le gâteau, le partage du gâteau. Donc, et à chaque fois, en fait, ils arrivaient à maintenir un certain équilibre entre les clans. C'est un équilibre toujours fragile. Et dès qu'il y a une crise qui vient de l'extérieur, cet équilibre-là, il vacille. Mais il vacille pas très longtemps. Et ça se traduit comment, la lutte des clans? Ça se traduit par des luttes, en fait, des joutes, par médias interposés, pas directement. Depuis l'avènement du Hirak, combien de généraux se trouvent en prison aujourd'hui? De haut gradés qui se trouvent. On a cannibalisés par leurs propres comparses. Bien sûr. Hein. C'est-à-dire que le Hirak, il a porté des coups terribles à cet équilibre fragile entre les clans. Et au point où on a deux anciens premiers ministres en prison, des généraux, du premier des cercle, chefs de région militaire, etc., etc. Il y en a qui sont en fuite, et ça continue.
Parce que même cette élection-là, on a assisté à une lutte de clans un peu... les tentatives de sabotage, l'arrestation de Hssen El-Qadi, ça rentre un peu dans... Oui, c'est pour saboter le clan adverse. Et bien sûr, mais ils arrivent même pas. En plus, je le redis, j'en ai parlé la dernière fois, de Belkher, le général Belkher, pendant une vingtaine ou 2-3 décennies, on va dire, c'était un peu le maillon qui arrivait à assurer cet équilibre. Donc l'équilibre maintenant, il est cassé. Pour moi, c'est un système qui est en décomposition avancée. Et puis, le Hirak aussi a tari les relais dans la société. Ils n'ont plus maintenant les relais Avant, ils avaient un peu plus de relais dans la société, donc du coup, ils pouvaient choisir des gens, on va dire, plus compétents. Ils avaient le choix. Et tout cela, maintenant, ils se retrouvent pratiquement sans relais dans la société. Le peu qu'il y a, ça donne des énergumènes. Tu te dis, mais d'où sortent-ils? De quelle planète viennent-ils? Quand tu entends parler de parlement halal, président halal et tout, tu te dis, on est dans l'absurdistan. Ils ont perdu. Parce qu'avant, il y avait les francophones, il y avait des couches moyennes, comme ça, des cadres supérieurs, des anciens de l'administration, qui étaient là, pour défendre un peu on peut les qualifier de la petite bourgeoisie citadine, qui offrait au pouvoir, justement, qui l'alimentait en cadre, qui ont un discours cohérent et tout cela. Tout cela a été tari, accéléré, le Hirak a accéléré ce mouvement de tarissement dans la société. Du coup, ils font avec... Mais ils vont pouvoir aller longtemps comme ça, avec une telle improvisation, un tel bricolage? Non. Ils ne peuvent pas tenir... c'est pour ça que je parle d'un système qui est en pleine décomposition. C'est pour ça, moi, j'insiste sur une chose, c'est quelles que soient les provocations qui vont venir de leur part, il faut garder la selmia. Il ne faudrait pas que l'effondrement de ce système-là se traduise par des bains de sang, parce que le peuple algérien, il a trop donné. Voilà. C'est un point très important, et d'ailleurs nous allons lui consacrer le prochain tour de table, parce que ce régime, il est en fin de ressources, il est acculé, et nous connaissons tous sa meilleure méthode, la plus éprouvée, celle de la violence, du terrorisme pédagogique. Il a toujours fait ça. Quand il est acculé, il provoque la violence, et il sait très bien la gérer, il sait très bien la moduler. Ce sera l'objet du prochain tour. Mais avant, allez, Jody, sur cette tendance, j'allais dire presque suicidaire du régime, il est dans des démarches que personne ne comprend. Et pourtant, il continue d'être soutenu par exemple, disons-le ouvertement, par son partenaire français, pour des raisons dont on devine un peu la portée, notamment le Sahel, l'utilisation de l'armée algérienne dans cette partie de l'Afrique. Comment expliquez-vous cette complète débâcle, cette débandade, ce Titanic en marche? Oui, malheureusement, donc, juste dire sur quelque chose, donc l'effondrement de l'État. Oui. Moi, je retiendrai toujours la phrase de Hussein Ahmed, paix à son âme, durant la décennie noire, 94, 15, 16, il a tout le temps crié attention à l'effondrement de l'État. Parce que l'effondrement de l'État va en faveur de cette mafia politico-financière qui va s'échapper à tout. Et c'est le peuple qui va payer cher, justement, les conséquences d'une éventuelle chute du pouvoir ou d'effondrement de ce pouvoir. Maintenant, d'ailleurs, nous y allons plein dans le mur, il n'y a aucun doute. Absolument. Au rythme où vont les choses. Sauf que le Hirak, dès le début, n'a pas souhaité l'effondrement de l'État. Nous sommes pour un changement pacifique de ce pouvoir, justement, lui forcer la main, comme on est en train de le faire. De façade, quand on regarde le Hirak, on se dit, purée, ça fait 2 ans et demi, rien n'a été réalisé. Mais au contraire depuis beaucoup. 2 ans, le pouvoir, justement, il est en train de s'épuiser. Ils sont en train de s'entretuer. Ils sont en train de perdre toute crédibilité. Et psychologiquement, ils ont perdu la bataille.
Et c'est ça le plus important. Le peuple a gagné la bataille, justement, durant ces 2 années. Oui. Nous avons provoqué l'échec de 3 élections consécutives. Et nous avons quand même mis en position de faiblesse ce pouvoir. Maintenant, pour les pouvoirs ou les gouvernements de l'Occident, mais c'est tout à fait normal. Ça ne les intéressera jamais d'avoir en face un pouvoir représentatif émanant du peuple, parce qu'un pouvoir représentatif d'un peuple va défendre les intérêts du peuple, parce que sa légitimité la détient du peuple. Mais cette mafia qui est là, elle ne détient sa légitimité que du soutien de l'Occident, notamment du cercle de Paris. Maintenant, elle s'est un petit peu élargie à l'Imarat, et c'est ça encore le plus dangereux. Mais il faut dire la réalité. Les pays occidentaux, il n'y a que leurs intérêts qui les intéressent. C'est vrai, il n'y a pas d'état d'âme quand il y a raison d'État. Oui. Chacun son intérêt. Mais la France, pour parler de la France, son intérêt n'est pas dans le soutien de ce régime, à moins d'avoir une vue à court terme. À moyen terme, la France pourrait le payer très cher. Si demain, Dieu ne plaise, oui. Ça explose dans le pays, il y aurait un tsunami ici, oui. Sans compter absolument. La kyrielle d'autres conséquences. Malheureusement, la France a toujours pris les mauvaises décisions. Et malheureusement pour elle, ça va lui coûter cher. C'est par malheur, il y aura effondrement. Je ne sais pas si tu te souviens, tu étais avec nous quand on a organisé le sit-in devant l'Assemblée nationale. Oui. Mes propos, ce que j'ai dit moi le jour même. Attention, s'il y aura effondrement de l'État algérien, on est à 1 heure d'Algérie, de l'Afrique. Il y a pratiquement plus de 2 millions de binationaux d'Algériens qui ont la nationalité française, sans parler. Nous avons vu que le pouvoir a chaviré en Tunisie. Il n'y a pas eu effondrement de l'État. Eh bien, le gouvernement en Italie a chuté et l'extrême droite a pris le pouvoir. Et bien que entre la Tunisie et l'Italie, ce n'est pas les mêmes rapports qu'entre l'Algérie et la Tunisie. Donc malheureusement, la myopie politique et plutôt l'aveuglement de l'intérêt de la France a toujours regardé plutôt du côté du sud, du pétrole, de l'or, de tous leurs intérêts et sur le plan géopolitique. C'est une politique à courte vue. Oui, mais ils n'ont jamais mesuré la gravité d'un effondrement de l'État ou de la chute de l'État en Algérie. Et la France, elle peut provoquer une guerre civile en France. Et pourquoi? Parce que l'Élysée est trompé par le lobby pro-algérien, pro-régime qui exerce ici, ou parce qu'ils ont ils savent autre chose dont nous ne savons rien? Non, pas du tout. Vous savez, quand on lit les mémoires du fils du général de Gaulle, oui. Il a dit quand mon père a su que l'indépendance est imminente, et donc il fallait bien installer, préparer la venue du nouveau pouvoir en Algérie. Donc on a installé des Algériens qui aiment la France plus que les Français. Et vous pensez que c'est vrai cette histoire? Absolument. Moi, je n'ai pas trouvé ce livre. Moi, encore que j'en suis certain, puisque De Gaulle a autorisé Bouteflika à aller à la prison d'Aulnay. C'est le fils de Gaulle. De Gaulle. Moi, je dirais une chose. Je dirais que Hussein Ahmed, il a dit que nous n'avons pas cette chance d'avoir un dictateur nationaliste à l'image du Chili. Malheureusement, c'est-à-dire avec un moindre mal. Et malheureusement, toute cette mafia politico-financière qui nous gouverne depuis l'indépendance, c'est des traîtres qui tout le temps été au solde de la France en premier lieu, et des États-Unis, des forces occidentales, malheureusement. Pour leur intérêt. Alors, avant de rentrer dans ce tour de micro, pour ce qui est de la violence éventuelle, pour l'éviter, nous allons écouter encore M. Chorfi un peu. Je m'excuse de devoir vous le faire subir. Ça, c'est une violence par contre, cher. Je sais. Je vous assure. Il faut vraiment avoir courage de supporter ce propos. répondu. الله غد سامعونا يا الخوات اسمعوا السيد. المستوى المطلوب، المستوى المنتظر، نبعدوا علينا المال الفاسد، نبعدوا علينا السلوكات الفاسدة. Vous avez Ben Green en train de distribuer les bonbons
Moi, cette image m'a fait mal. C'est incroyable de mépriser autant ses propres compatriotes. Il leur jette des bonbons comme on jetterait du grain à des poules. C'est incroyable. C'est incroyable. En fait, le pouvoir algérien, depuis l'indépendance, il a remplacé dans... le système en place, il a repris dans les grands traits de l'administration coloniale. Hein. Oui. Notamment sur la question, le rapport par rapport à la population. On a assisté à... C'est une politique, c'est une logique d'indigénisation de la population, du peuple algérien. Je vais vous raconter une anecdote que m'avait raconté quelqu'un à Mascara, je me rappelle, un ancien moujat Bekri, très très érudit, très intellectuel. Un jour, quelqu'un est allé voir Boumediene lors d'une inauguration d'une nouvelle mairie. Il lui a dit, Monsieur le Président, vous voyez le guichet là-bas? Le guichet. Il lui a dit oui. Il lui a dit, d'après vous, c'est Boumediene, le guichet à ce niveau-là, à 1 mètre. Ils auraient pu le mettre à hauteur d'homme. يجي يهضر معاك الجيش تاعنا في الجزائر كلها كدير هكا واش تهضر معاه قال له بومدين نو جو سي با قال له هذه داروها بكري l'administration coloniale quand l'indigène vient régler ses problèmes le colon il va pas au guichet il va à l'intérieur mais l'indigène quand il vient il va au guichet et il doit s'incliner devant le français qui est derrière. Ça veut dire c'est une forme de façon subliminale, lui faire rentrer dans la tête que face à un Français, tu dois toujours t'incliner. Il lui a dit, il s'incline comme ça, il se penche, il s'agenouille presque. Il a dit, donc nous, en Algérie, à la limite, les vieilles mairies, on comprend. Mais une nouvelle mairie, pourquoi vous lui faites un guichet comme ça? Et il m'a dit, c'est lui qui raconte, il m'a dit, Boumediene, non, laisse comme ça. Je vous laisse. C'est une triste métaphore. C'est une triste métaphore. Alors, ce régime est comme un faux vaculé. Il est aussi dangereux pour lui-même que pour tout le monde. Il risque de nous pousser à la violence, j'allais dire par légitime défense, pour sauver sa peau, comme il a mis ses propres comparses en prison pour sauver la peau de ceux qui les ont mis en prison, quoi. Comment faire comment attirer l'attention de nos compatriotes pour faire très attention et ne jamais basculer dans une quelconque déhaïsation, dans cette ordonnance qui vient de prendre, qui pourrait désigner n'importe qui comme terroriste, qui ont sorti tous les épouvantails des placards, le terrorisme, l'islamisme, le Maroc, le Mossad, l'ennemi étranger, le Sahel. Comment faire pour éviter le pire? Le Covid. Comment faire pour rester comme on est depuis 2019 dans le pacifisme, silmiya, et surtout dans la fraternisation? Oui. Vas-y. En fait, la stratégie de la manipulation de la violence par le pouvoir, c'est pas quelque chose qui se fait en claquant les doigts. Il y a tout un travail en amont qui était fait par la police politique. Ce travail-là passe par le noyautage des mouvements islamistes, les mouvements islamistes internationaux, l'islamisme politique violent, je parle. Donc ils ont noyauté tous les groupes terroristes à peu près. Ils sont allés jusqu'à noyauter les Black Panthers. Ah oui, Eldridge Cleaver, qui à l'époque... À leur insu, bien sûr. À leur insu. Eldridge Cleaver, qui à l'époque, c'était l'équivalent de Ben Laden, hein, c'était l'ennemi numéro 1 des États-Unis. Il a trouvé refuge en Algérie. Le monde entier disait l'Algérie, c'est la Mecque des révolutionnaires, etc. Ouais. Tout cela, c'est une absurdité. Absolument. Ils sont infiltrés. Enfin, bref. Donc, il y a eu un travail de fond qui consistait à noyauter en amont et par la suite pouvoir, au moment voulu, instrumentaliser, gérer comme ils l'ont fait pendant la décennie noire et tout. Mais c'est fini. C'est fini. Ce travail-là, maintenant, il n'existe plus. Ils ne pourraient pas le réactiver? Non. Avec la crise économique aidant, qui pourrait faire basculer des gens dans la colère. Ça demande, c'est-à-dire pour arriver à cette... Parce qu'ils ont fait, c'était du high-tech, hein, au niveau de la manipulation. Oui. On n'est pas au stade artisanal. Non. Ils ont arrivé à berner des services
de sécurité, des contre-espionnages, Oui. de grandes puissances. Ah, oui, ils sont oui, arrivés par ce travail-là qui a commencé dès l'indépendance. Dès l'indépendance, parce que le système de Boumedienne, il a profité de l'aura que la révolution algérienne, le monde entier avait un respect, une admiration au peuple algérien. Et Boumedienne, il a utilisé ça justement pour noyauter. Donc il y a eu un travail de fond pour arriver à ce niveau de manipulation de la violence politique, etc. Mais ce travail-là, maintenant, il est fini. Donc ils peuvent, ça d'un côté, de l'autre côté, la seule violence qu'ils peuvent utiliser, c'est celle qui consiste à mobiliser la police. La police, donc ça va être des... Parce qu'au niveau de la troupe, de l'armée... Et ils ont peur qu'elle ne se retourne contre eux. Parce que l'armée algérienne, la base de l'armée algérienne... C'est des appelés. C'est des appelés. Ouais. C'est-à-dire, si on te donne l'ordre de tirer sur la foule, ben il y a ta sœur, il y a ta belle-sœur, il y a ton frère, il y a ton... Et il y a le Hirak. Dans les mouvements, dans le Hirak. Il y a la mentalité Hirak maintenant qui compris dans les appelés. Absolument. Ouais. Donc c'est quelque chose pour moi. Par contre, sur des petites manipulations, c'est-à-dire des manipulations sporadiques, ça peut arriver. C'est pour ça qu'il ne faut jamais répondre aux provocations. La lutte contre un système aussi pourri, aussi gangréné et gangrénant, j'utilise un néologisme. Oui. Donc devant un tel, pour le battre ou pour le changer, c'est pas une affaire de sprint, c'est un marathon. Donc il faut patienter, garder le sang-froid et continuer pacifiquement, garder le cap. Garder le cap. Ne jamais rentrer même de façon un peu sporadique. Voilà. Alors il reste à peu près 2 minutes chacun, je suis désolé. Ali. J'aimerais bien que vous nous disiez votre avis sur cette capacité de ce régime à manipuler la violence et comment faire pour l'éviter, oui. pour déjouer le complot qu'ils vont certainement mettre en jeu. Avant que je termine, je passe un petit coucou à notre ami Chaven, Kassi. Ah oui, donc, oui. Toute ma sympathie. Les malades, merci beaucoup. Donc, merci. Voilà, donc je le salue. Merci beaucoup. Parce qu'à chaque fois, on l'oublie. Et donc, écoutez, la peur a changé de camp, et c'est ça le plus important. Ah, oui. Je donnerai un exemple dans certains rapports sur une certaine presse, durant le vote sur la Constitution, quand ils ont fait le dépouillement des résidences présidentielles. La garde républicaine, qui était censée être à l'avant-garde pour protéger ce pouvoir. Le nombre de votants contre cette Constitution était plus important. Le nombre de votants pour était insignifiant. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu d'ailleurs un changement rapide à la tête de la garde républicaine. Donc, juste pour dire que eux-mêmes, ils doutent. Et le doute a envahi justement l'état-major, ceux qui nous gouvernent. Ils savent bien... Comme on dit بالعربية هزهم الماء. هزهم الماء يعطيك الصحة. Il faut dire que la police, c'est des pauvres fonctionnaires qui touchent 3,5 millions par mois. Ils ne peuvent pas rejoindre les debout. Donc la police... Ils sont obligés, en dehors d'excès de zèle de certains voyous, parce qu'il y a des voyous dans tous les secteurs, y compris dans nos propres rangs. Mais il faut dire la réalité. La peur a changé de camp. Et ces résultats, rien que les résultats de cette élection, le fait de manipuler les chiffres de 30 à 24, preuve qu'ils sont en train de chavirer et ils paniquent. Et la peur, encore une fois, a changé de camp. Farida, le mot de la fin pour le coup. Alors, le caractère pacifique du Hirak, c'est son essence même, en fait. Donc, je ne pense pas que le Hirak va sortir de cette caractéristique-là, parce qu'il l'utilise très... Ils n'y parviendront pas. C'est devenu un fonctionnement inconscient. Ça fait partie de ce qu'on partage, en tout cas, de ce que partage le groupe. Hein. Donc, c'est un fonctionnement qui est ancré, qui est acté, qui est inconscient. Donc, c'est réflexe, en fait. C'est le MIA, c'est un mécanisme pour lequel, en tout cas, personnellement, je ne m'inquiète plus. Je parle en mon nom. Ce qui est étonnant, en fait, c'est assez impressionnant d'ailleurs, la déclaration de Macron jeudi,
jeudi ou mercredi sur l'arrêt de l'opération Berkane au Sahel, qui correspond au premier jour de vote de la diaspora en France. Le jeudi, c'était le premier jour de vote ici. Et lui, il a déclaré l'arrêt de l'opération Berkane au Sahel. Si ce n'est pas symbolique, ça, pour la sortie de l'armée algérienne, en fait... Et puis cette information donnée par Jeune Afrique, d'une mission secrète de Shengriha qui serait à Paris. C'est Jeune Afrique qui l'a dit, mais ils ne lui ont pas fait droit de réponse et ils ne l'ont pas attaqué en justice. Ce qui est très positif pour nous, en fait, c'est qu'on est sorti de la loi des séries. Vous savez, en psychologie, il y a quelque chose qui s'appelle la loi des séries. C'est la répétition, en fait, de quelque chose, et la personne, elle vient, elle vous dit « je ne sais pas pourquoi, est-ce que ça m'arrive à chaque fois ?» Au point où il s'attend à la prochaine, quoi. Voilà, donc en fait, si vous voulez, nous, on est arrivé à une remise en question par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce pouvoir. Donc nous, on s'est décalé, on est sorti d'un certain fonctionnement, ça ne peut que les déstabiliser, mais toujours Besselmi. Une émission pleine d'optimisme, je vous remercie beaucoup. J'ai beaucoup appris avec vous, je vous remercie. Je vais encore devoir vous infliger Sharfi. mais rassurez-vous, nous, on ne va pas le voir, on va partir, on va vous laisser vous, on va pouvoir. Alors, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à Abbas Hamadan, à Farida Hamidi, à Zoubida Assoul, à Lia Idjoudi. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission, de nous avoir prêté votre attention. Pardon de vous avoir donc infligé ces gens. نزيدوا فيها وحدة pour la route. معكم شرفي وبقوا على خير. 4.4%. الاسباب نجموا نذكروا منها سبب يعني مادي، لان الجاليه تاعنا دائما تنتخب يوم العطله، يوم الاحد. يوم الاحد دائما كاين في الاستفتاء مثلا نستناو البريمير التروازيام جور يروحوا ينتخبوا بقوه. السنه في هذا الاقتراع ما كانش يوم عطله في اوروبا كذا. اذا هذا عرقل شيء ما نقولش هو السبب، من ضمن الاسباب اللي هي متعدده. ثم الاجراءات المتخذه في البلدان، يعني في اوروبا وفي بلدان اخرى نتيجه عن الكوفيد. احنا كي شفت احنا التنقل ماهوش سهل، وايضا يكون اثر ايضا. ثم يعني السبب الثالث ممكن يعني إرادة السلطات البلد المضيف ممكن اللي ما سهلتش، وانا نقول لك ما سهلتش مثلا كيرا القاعات، ما سهلتش بناء على لي كونترانت نتاع الكوفيد هذا.